La volonté humaine n'est pas un château fortifié à prendre d'assaut par la violence. C'est un bâtiment avec des portes cachées, des fenêtres mal fermées, des fondations pouvant être sapées sans que l'habitant perçoive l'effondrement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La destruction de la volonté est un art ancien, pratiqué avec maîtrise dans les temples de Mésopotamie, dans les légions romaines, dans les cachots médiévaux, dans chaque structure de pouvoir qui comprenait une vérité fondamentale. Briser un être humain par la force est moins efficace que de faire en sorte que cet être humain se brise lui-même. La manipulation mentale n'est pas une invasion extérieure, c'est une infiltration. Ce n'est pas une conquête, c'est une séduction vers la reddition. Les tactiques les plus dévastatrices sont celles qui transforment le sujet en complice actif de sa propre destruction, où la cage est construite de l'intérieur et le prisonnier remercie les barreaux parce qu'ils lui ont appris à les appeler protection. Les anciens empires comprenaient cela avec une clarté qui résonne encore dans les méthodes modernes de domination. Lorsque Rome conquérait un territoire, elle ne se contentait pas de démolir des murs et de capturer des soldats. Elle exécutait une séquence méticuleuse d'opérations psychologiques conçues pour désarticuler l'identité collective des vaincus. D'abord venait la démonstration de pouvoir absolu, une massacre initiale calculée non pas pour éliminer la population, mais pour établir un paramètre de terreur. Des dizaines de milliers exécutés publiquement, leur corps exhibé comme une mise en garde vivante. Mais ce n'était que le prélude. La véritable destruction de la volonté commençait ensuite lorsque les survivants étaient forcés de participer à la construction de leur propre prison. Les peuples conquis devaient construire les routes romaines qui faciliteraient de futures invasions, les aqueducs qui rendraient de l'occupation permanente plus confortable, les amphithéâtres où ils assisteraient à leur propre humiliation devenue spectacle. Chaque pierre posée était un acte d'autodestruction intériorisé. Chaque structure achevée était une preuve physique qu'ils avaient accepté leur nouveau rôle, que leur résistance avait été non seulement vaincue, mais transformée en une collaboration productive. Cette transformation de la résistance en collaboration fonctionnait par un mécanisme psychologique que les Romains maîtrisaient intuitivement: l'érosion progressive de l'identité précédente. Ils n'interdisaient pas immédiatement les coutumes locales. Ils les permettaient, mais les entouraient de restrictions croissantes. Les dieux indigènes pouvaient être vénérés tant que l'on reconnaissait aussi les dieux romains. Les langues locales pouvaient être parlées, mais seul le latin avait une validité légale. Les vêtements traditionnels pouvaient être portés, mais ceux qui s'habillaient à la romaine recevaient un traitement préférentiel. Le conquis ne faisait jamais face à une interdiction absolue justifiant une résistance héroïque, seulement une série infinie de petites concessions qui semblaient raisonnables isolément, mais qui, cumulativement, démantelaient toute la structure de son identité précédente. Chaque concession établissait un précédent pour la suivante. Chaque adaptation réduisait le territoire psychologique depuis lequel il pouvait résister. Le conquistador ne détruisait pas la volonté d'un seul coup. Il la vidait de son sang avec 1000 coupures invisibles jusqu'à ce que le sujet ne se souvienne plus de ce qu'il défendait à l'origine. Les prêtres des temples antiques avaient perfectionné des techniques de contrôle complémentaires agissant dans le domaine spirituel. Ils savaient que la volonté repose sur le sentiment d'autonomie, sur la conviction que nos actions peuvent infléchir notre destin. Pour détruire cette volonté, il fallait détruire cette croyance. Les rituels religieux étaient méticuleusement conçus pour engendrer un état d'impuissance acquise. Un paysan apportant ses plus belles offrandes au temple, priant pour la pluie, voyait les prêtres déclarer que les dieux étaient insatisfaits, qu'il fallait davantage d'offrandes, davantage de sacrifices, davantage de dévotion. Si la pluie arrivait, c'était grâce à la bienveillance divine. Si elle ne venait pas, c'était dû à l'insuffisance du dévot. Le système était infaillible, hermétique, conçu de telle sorte que l'individu ne puisse jamais établir de lien de causalité entre ses actions et leurs conséquences. La volonté se nourrit de retours d'informations, de l'expérience que l'effort engendre des changements. Lorsque ce lien se brise systématiquement, lorsque l'effort ne produit jamais de résultats prévisibles, la volonté se flétrit comme un muscle inutilisé. Le sujet apprend que ses actions sont insignifiantes, que des forces extérieures incompréhensibles déterminent son destin. Et cette compréhension est le terrain fertile où germe la soumission totale. Cette technique de déconnexion entre action et résultat a été employée avec une brutalité scientifique dans les systèmes d'esclavage anciens. Un esclave dans les plantations égyptiennes ou dans les mines romaines
existait dans un univers où l'effort personnel était complètement dissocié de la récompense personnelle. Travailler plus ne améliorait pas sa condition. Démontrer une compétence exceptionnelle n'assurait pas un traitement préférentiel. Obéir parfaitement ne garantissait pas d'éviter la punition. Les maîtres variaient aléatoirement leurs critères de satisfaction. Un jour, ils punissaient la lenteur. Le lendemain, ils punissaient la précipitation. Un jour, ils récompensaient l'initiative. Le lendemain, ils la pénalisaient comme insubordination. Cet arbitraire n'était pas un caprice, c'était une technologie de contrôle. Elle générait un état psychologique où l'esclave comprenait que sa volonté, ses décisions, ses efforts étaient fondamentalement sans importance pour déterminer son expérience. Et lorsqu'un être humain internalise cette insignifiance de sa propre volonté, il cesse de l'exercer. Il se transforme en un réacteur passif, en un objet qui attend des instructions extérieures parce qu'il a appris que toute initiative personnelle est statistiquement insignifiante ou contre-productive. Les interrogateurs de l'Antiquité développaient des répertoires entiers de techniques basées sur ce principe de désintégration de l'agence personnelle. La torture physique était utile, mais limitée, le corps ayant des seuils de douleur finis. La torture psychologique, correctement appliquée, n'avait pas de limite car elle opérait dans le territoire infini de l'espoir et du sens. Un prisonnier pouvait être maintenu en isolement quasi total, mais avec un élément de contact humain soigneusement calibré. Une fois par jour, un garde entrait, lui offrait de la nourriture, lui posait une question apparemment triviale sur sa vie antérieure, puis repartait sans violence. Cela durait des semaines. Le prisonnier, désespéré par la connexion humaine, commençait à attendre cette visite, à préparer mentalement ses réponses, à chercher dans les expressions du garde des signes d'empathie ou de reconnaissance. Et puis, sans explication, les visites cessaient. Le prisonnier restait dans l'obscurité totale, sans savoir s'il avait mal agi, si le garde avait été puni pour avoir montré de l'humanité, si cela était le prélude à son exécution, ou simplement un autre maillon d'une chaîne infinie de manipulation. L'incertitude était l'arme, l'impossibilité de prévoir ou d'influencer était le mécanisme de destruction. Chaque cycle d'espoir frustré érodait un peu plus la capacité du sujet à maintenir une narration cohérente de sa réalité. Et sans narration cohérente, la volonté se dissolvait dans une soupe de réactions fragmentées. Cette fragmentation de la narration personnelle était également au cœur des techniques d'endoctrinement utilisées dans les cultes et sectes anciennes. Les mystères d'Éleusis, les cultes dionysiaques, les religions mystériques qui proliféraient dans le monde gréco-romain utilisaient toutes des séquences rituelles conçues pour démanteler temporairement le sens de l'identité de l'initié. Le processus commençait par une privation sensorielle prolongée, un jeûne, des veillées qui poussaient le sujet à des états modifiés de conscience. Venaient ensuite des expériences soigneusement orchestrées de terreur et d'extase, des symboles incompréhensibles présentés comme des révélations sacrées, des narrations contradictoires devant être acceptées simultanément. L'initié était poussé dans un état où ses cadres de référence antérieurs ne fonctionnaient plus, où tout ce qu'il considérait comme réel semblait être une illusion, et où les illusions présentées par le culte semblaient des réalités plus profondes. Dans cet état de vulnérabilité cognitive maximale, de nouvelles narrations, de nouvelles loyautés, de nouvelles définitions de l'identité étaient implantées. Le sujet sortait du processus convaincu d'avoir vécu une transformation sacrée, alors qu'en réalité, il avait été victime d'une technologie de reprogrammation exploitant systématiquement les vulnérabilités de la psyché humaine sous stress extrême. Les stratèges militaires de Sparte appliquaient des variations de ces techniques dans leur propre système d'entraînement, l'agogé. Les enfants spartiates étaient arrachés à leur famille à l'âge de 7 ans et soumis à un régime de brutalité calculée qui durait plus d'une décennie. Faim perpétuelle, violence constante, humiliation rituelle, tout était calibré non pas pour les renforcer physiquement, mais pour détruire toute trace d'individualité et les reconstruire en tant qu'extension de la volonté de l'État. Un composant particulièrement sinistre du système était la crypteia, où de jeunes Spartiates étaient envoyés chasser et tuer des esclaves zélotes comme rite d'initiation. Cela n'entraînait pas seulement des compétences de combat, mais implantait une équation psychologique fondamentale. Que la valeur personnelle se mesurait par la capacité de détruire les autres sans remords, que l'empathie était une faiblesse, que la seule volonté légitime était la volonté du collectif spartiate. Un niño que sobrevivía a este proceso no había fortalecido su voluntad.
Había tenido su voluntad individual completamente reemplazada por un impératif externe qu'il expérimentait désormais comme étant les siennes. Le produit final était un soldat qui ne pouvait concevoir son existence en dehors de la machine militaire spartiate, non pas parce qu'il était lâche pour déserter, mais parce que la désertion était littéralement inimaginable dans le cadre cognitif qui lui avait été implanté. Cette implantation de cadre cognitif atteignait des niveaux de sophistication extraordinaires dans les cours impériales de Chine et de Perse. Les systèmes d'eunuques qui administraient les harems et les bureaucraties impériales étaient des études de cas sur la manière dont la mutilation physique pouvait servir d'encre pour une reconstruction psychologique totale. Un homme castré ne perdait pas seulement sa capacité reproductive, il perdait aussi sa position dans la structure sociale patriarcale qui définissait la valeur masculine. Il ne pouvait plus être père, ancêtre, transmetteur de lignée. Son existence biologique était coupée du flux temporel qui relie passé et futur. Dans ce vide, le système impérial implantait une nouvelle identité, un serviteur perpétuel dont la seule continuité était la loyauté envers l'institution qui l'avait mutilé. Les eunuques les plus réussis, ceux qui atteignaient des positions de pouvoir immenses, étaient des témoins vivants de la perversion parfaite du mécanisme de contrôle. Des victimes qui défendaient férocement le système qui les avait victimisés parce que leur identité complète dépendait désormais de ce système. Sans lui, ils n'étaient que des hommes brisés. En son sein, ils étaient des administrateurs d'empire. Le système leur avait tout enlevé, puis leur avait rendu quelque chose, et cette chose, aussi misérable fût-elle comparée à ce qui avait été perdu, était désormais tout ce qu'ils avaient. Les inquisiteurs médiévaux ont perfectionné ces techniques de contrôle jusqu'à en faire des procédures documentées, des manuels de destruction systématique de la volonté. Le Malleus Maleficarum n'était pas seulement un traité sur la sorcellerie, c'était un manuel d'ingénierie psychologique. Il décrivait avec précision clinique comment isoler la accusée, comment la priver de sommeil par des interrogatoires qui duraient des jours, comment employer la pression sociale en faisant témoigner sa propre communauté contre elle, comment lui offrir une échappatoire par la confession uniquement pour déplacer les objectifs immédiatement après chaque confession. La accusée n'affrontait pas simplement une torture physique, elle faisait face à la désintégration progressive de sa réalité. D'abord, on lui enlevait sa communauté, puis sa réputation, ensuite sa liberté physique, et enfin sa santé mentale. À chaque étape, on lui offrait une sortie, avouer. Mais avouer signifiait valider le système qui la détruisait, signifiait accepter qu'elle était vraiment une sorcière, qu'elle méritait sa punition, que ses tortionnaires étaient des agents de la justice. L'Inquisition ne cherchait pas la vérité. Elle recherchait une performance. Elle avait besoin que la victime participe activement à sa propre condamnation parce que cette participation légitimait tout l'appareil de terreur. Ce besoin de participation active de la victime révélait quelque chose de fondamental sur la nature du contrôle mental, qu'il est plus efficace lorsqu'il est volontaire. Les systèmes esclavagistes les plus efficaces n'étaient pas ceux qui utilisaient le plus de violence, mais ceux qui cultivaient des esclaves qui s'identifiaient à leurs conditions. Dans le système de caste en Inde, un intouchable qui internalisait son impureté rituelle était infiniment plus malléable que celui qui reconnaissait le système comme une construction sociale arbitraire. L'intouchable convaincu de sa propre contamination n'acceptait pas seulement son oppression, il l'imposait à lui-même avec plus de rigueur que toute autorité extérieure. Il s'excluait lui-même des espaces, se limitait dans ses opportunités, punissait d'autres intouchables qui violèrent les normes. Le système de caste avait réussi le triomphe suprême du contrôle. Faire en sorte que la victime devienne le gardien de sa propre cage, qu'elle internalise si complètement les restrictions extérieures qu'il n'était plus nécessaire d'avoir des gardes physiques. La prison était devenue psychologique, invisible, parfaite. Les systèmes féodaux européens fonctionnaient selon une logique similaire, mais avec des mécaniques différentes. Un serf attaché à la terre n'était pas esclave au sens romain. Il pouvait avoir une famille, une propriété limitée, une certaine autonomie quotidienne. Mais cette apparence de liberté était précisément ce qui rendait le contrôle plus insidieux. Le serf pouvait choisir comment cultiver sa parcelle, mais la parcelle appartenait au seigneur. Il pouvait se marier, mais il avait besoin de la permission du seigneur. Il pouvait avoir des enfants, mais ces enfants héritaient de sa condition de serf. Chaque choix qu'il faisait était encadré par des paramètres établis par le système féodal.
Ils vivaient dans l'illusion d'agir parce qu'ils prenaient des décisions constamment. Mais toutes ces décisions opéraient dans une cage dont ils ne pouvaient jamais remettre en question les dimensions. Le génie du système féodal était que le serf expérimentait son manque de liberté, non pas comme une imposition extérieure, mais comme une réalité naturelle. Il ne se demandait pas pourquoi il devait servir le Seigneur de la même manière qu'il ne se demandait pas pourquoi le soleil se levait à l'est. Le contrôle le plus efficace est celui qui devient invisible lorsqu'il est naturalisé, intégré dans le tissu même de ce que le sujet considère comme réel et possible. Cette naturalisation du contrôle nécessitait des institutions qui opéraient en reproduisant et en renforçant constamment les récits de domination. L'Église médiévale remplissait cette fonction avec une efficacité industrielle. Chaque messe était une réitération de l'ordre hiérarchique. Dieu sur le Christ sur le pape sur les rois sur les nobles sur les serviteurs. Cet ordre n'était pas présenté comme une construction humaine, mais comme un reflet de la volonté divine immuable. Remettre en question votre position dans la hiérarchie revenait à remettre en question le dessein de Dieu. C'était un péché d'orgueil qui garantissait la condamnation éternelle. Le serviteur qui souffrait n'était pas opprimé. Il expiait ses péchés, gagnait du mérite spirituel, assurant ainsi son salut. Sa souffrance avait un sens, un but, une justification cosmique. L'Église avait accompli quelque chose qu'aucun système purement laïque ne pouvait atteindre. Elle avait transformé l'oppression en un chemin de rédemption, faisant en sorte que la victime n'accepta pas seulement sa victimisation, mais la valorisa comme une opportunité spirituelle. La manipulation mentale atteignait sa forme la plus raffinée lorsque la victime n'obéissait pas seulement, mais remerciait pour l'opportunité d'obéir. Les Mongols, sous Gengis Khan, employaient une méthodologie différente, mais tout aussi dévastatrice. Ils ne cherchaient pas à briser la volonté par une manipulation subtile, mais par une démonstration accablante de l'inutilité de la résistance. Lorsqu'ils assiégeaient une ville, ils envoyaient des émissaires proposant des conditions de reddition généreuses, une capitulation pacifique en échange de l'incorporation dans l'empire mongol avec une autonomie considérable. Si la ville résistait et était finalement conquise, la massacre était totale, méthodique, exhibée. Hommes, femmes, enfants, tous exécutés. Les villes voisines recevèrent des rapports détaillés de la destruction. Le message était clair, résister n'est pas seulement inutile, c'est un suicide collectif. Se rendre immédiatement est la seule décision rationnelle. Cette utilisation de la terreur comme outil de gestion des attentes détruisait la volonté de résistance avant même l'arrivée de l'armée mongole. Les villes ne se rendirent pas parce que les Mongols étaient invincibles militairement, mais parce qu'ils avaient construit une réputation rendant la résistance psychologiquement impossible. L'ennemi avait déjà été vaincu dans son imagination. Le combat physique n'était qu'une formalité. Cette destruction préventive de la volonté par la gestion des récits était également au cœur des systèmes de propagande utilisés par les anciens tyrans. Néron, Caligula, Domitien comprenaient tous que le pouvoir absolu nécessite non seulement la force militaire, mais aussi le contrôle du récit. Les exécutions publiques de dissidents n'étaient pas seulement l'élimination d'ennemis, c'était un théâtre pédagogique. Chaque exécution était accompagnée d'un récit officiel qui expliquait précisément pourquoi la personne exécutée méritait son destin. Trahison, hérésie, conspiration, les accusations variaient, mais le schéma était constant. L'État est bénévolent, juste, nécessaire, et seuls ceux qui trahissent cet ordre méritent la punition. La population observait et apprenait la leçon. Que la dissidence n'est pas seulement dangereuse, elle est illégitime. Que la souffrance des dissidents n'est pas une tragédie, mais une justice. Le tyran n'avait pas besoin de briser la volonté de chaque citoyen individuellement, il lui suffisait de créer un environnement où la volonté de résistance se flétrirait par manque d'oxygène social, où personne n'oserait exprimer son mécontentement, car cela reviendrait à se désigner lui-même comme un traître légitime. Les marchands d'esclaves, opérant sur les routes transsahariennes et transatlantiques, ont élaboré des protocoles spécifiques pour briser la volonté des capturés pendant le transport. Le Middle Passage n'était pas seulement une traversée géographique, c'était un processus psychologique de démolition systématique de l'identité. Les esclaves étaient enchaînés ensemble, mais séparés de quiconque partageait leur langue, leur tribu, leur système de référence culturelle. Ils ne pouvaient pas communiquer, ni s'organiser, ni même se consoler mutuellement dans leur propre langue.
Cette incommunication forcée les réduisait à des unités isolées de souffrance. Puis venait le traumatisme du voyage lui-même, des semaines dans des conditions infrahumaines où la mort était si courante que les survivants développaient une forme d'engourdissement psychologique, une dissociation nécessaire pour maintenir la raison. À leur arrivée, ils avaient été dépouillés de tout: famille, communauté, langue, culture, nom. Il s'agissait de pages blanches sur lesquelles le système esclavagiste pouvait écrire de nouvelles identités, de nouveaux objectifs, de nouvelles loyautés. L'esclave effectif n'était pas celui qui avait été récemment capturé, mais celui qui avait traversé ce processus d'effacement et de réécriture, celui qui ne se souvenait plus clairement de qui il avait été avant la capture, ou qui se souvenait mais vivait ce passé comme appartenant à une autre personne, à quelqu'un qui était mort pendant la traversée. Les systèmes totalitaires modernes ont simplement industrialisé et systématisé ces techniques ancestrales. Les camps de rééducation communiste fonctionnaient selon la même logique que les conversions religieuses forcées des siècles précédents. Le sujet était isolé, soumis à des séances interminables d'autocritique où il devait identifier et dénoncer ses propres pensées incorrectes, récompensé lorsqu'il montrait une acceptation sincère de l'idéologie d'État et puni lorsqu'il résistait. Mais la punition n'était pas seulement physique, elle était sociale. Les camarades de cellule qui avaient progressé le plus dans leur rééducation participaient aux séances de critique, signalaient les insincérités, identifiaient les résistances cachées. Le système créait une compétition perverse où démontrer l'orthodoxie idéologique nécessitait de dénoncer les autres, et chaque dénonciation était simultanément une trahison envers les camarades et une preuve de loyauté envers le système. La personne était forcée de choisir constamment entre solidarité et survie, et chaque choix de survie érodait un peu plus sa capacité à se percevoir comme une personne intègre. L'objectif n'était pas de créer des croyances sincères dans l'idéologie, ce qui était impossible et également inutile. L'objectif était de créer des sujets si fragmentés intérieurement, si chargés de culpabilité pour leur propre trahison, que la dissidence future devenait psychologiquement inaccessible car elle nécessiterait d'abord de reconstruire un sens de l'intégrité personnelle que le processus avait systématiquement démoli. Les techniques d'interrogatoire développées par les services de renseignement pendant la guerre froide ont affiné ces méthodes jusqu'à des niveaux de précision scientifique. Les manuels de la CIA sur l'interrogatoire, ultérieurement déclassifiés, ressemblaient à des mises à jour des manuels inquisitoriaux médiévaux. Privation sensorielle pour déstabiliser le sens de la réalité du sujet. Manipulation de l'environnement pour créer une incertitude constante sur ce qui est réel et ce qui est fabriqué. Alternance imprévisible entre amabilité et hostilité pour empêcher le sujet de développer des stratégies cohérentes de résistance. Fausses révélations sur des trahisons d'alliés pour induire paranoïa et isolement psychologique. L'interrogateur ne cherche pas principalement des informations, il cherche la dépendance. Il veut que le sujet atteigne un état où l'interrogateur est la seule source de stabilité dans un univers devenu complètement chaotique. Lorsque le sujet atteint cet état, lorsqu'il commence à rechercher l'approbation de l'interrogateur, lorsqu'il commence à rationaliser la coopération comme une façon de rétablir un certain sens de l'ordre, alors la volonté a été effectivement détruite. Le sujet n'est plus en train d'être brisé. Il se brise lui-même et cherche dans l'interrogateur une validation qu'il fait ce qui est juste. Cette recherche de validation de l'oppresseur est peut-être l'indicateur le plus clair que la destruction de la volonté a été achevée. Lorsque la victime de violence domestique commence à excuser son agresseur, à justifier la violence comme quelque chose qu'elle a provoqué, à défendre l'agresseur contre les critiques extérieures, elle a atteint un état de captivité psychologique qui transcende toute restriction physique. Elle peut avoir la porte ouverte, des ressources pour s'enfuir, des personnes disposées à aider, et pourtant elle reste parce que sa volonté de partir a été systématiquement détruite par des cycles de violence suivis de réconciliation, de dégradation suivis de moments de fausse intimité, de terreur suivis d'un soulagement qu'elle interprète comme de l'amour. Le bourreau a réussi ce que aucune chaîne physique ne pourrait accomplir. Il a fait en sorte que la victime construise son identité autour de la relation abusive, qu'elle interprète sa présence dans cette relation non pas comme une prison, mais comme un choix, comme un engagement, voire comme de l'amour. La volonté n'a pas été brisée par un acte de violence catastrophique,
mais par une érosion cumulative de la capacité du sujet à imaginer une existence alternative. Les systèmes éducatifs, dans leur forme la plus corrompue, fonctionnent selon des principes similaires. Ils n'éduquent pas, ils endoctrinent. Ils ne cultivent pas la pensée critique, ils cultivent l'obéissance réflexive. L'étudiant apprend rapidement que les bonnes questions sont celles dont il connaît déjà les réponses, que la créativité n'a de valeur que dans des paramètres établis, que la rébellion intellectuelle sera punie par de mauvaises notes compromettant tout son avenir. Des années de ce conditionnement produisent des adultes qui expérimentent leur propre conformité, non pas comme une reddition, mais comme une maturité, comme du réalisme, comme une adaptation intelligente aux règles du jeu. Ils ont perdu l'accès à la partie d'eux-mêmes qui remettait en question, qui imaginait des alternatives, qui résistait. Cette partie n'a pas été tuée dramatiquement. Elle a été mise au sommeil progressivement par 1 million de petites corrections, de reproches subtils, de signaux sociaux indiquant que certaines façons de penser étaient infantiles, illusoires, inappropriées. Le système éducatif, lorsqu'il fonctionne comme un mécanisme de contrôle plutôt que de libération, détruit la volonté en la rendant inutile, créant des sujets qui s'autorégulent, qui ont intériorisé si complètement les restrictions extérieures qu'ils ne les perçoivent plus comme des contraintes, mais comme du bon sens. Cette internalisation de l'oppression comme sens commun est le stade final de la destruction de la volonté. Lorsque le sujet ne peut plus distinguer entre ses propres désirs et ceux qui lui ont été implantés, lorsqu'il défend sa prison comme s'il s'agissait de sa maison, lorsqu'il attaque ceux qui signalent les barreaux parce que cette signalisation menace la narration qu'il a construite pour rendre son emprisonnement supportable, alors le travail de l'oppresseur est achevé. Il n'a plus besoin de garde, le prisonnier se garde lui-même. Il n'a plus besoin de propagande, le prisonnier reproduit volontairement les messages du système. Il n'a plus besoin de violence, le prisonnier dirige toute violence nécessaire contre lui-même ou contre d'autres prisonniers qui menacent la stabilité collective de la négation. Les vétérans des anciennes guerres, ceux qui avaient survécu à des décennies de campagnes militaires, développaient une forme particulière de cette destruction de la volonté. Ils avaient vu tant de morts, exécuté tant d'ordres atroces, participé à tant de massacres, qu'ils ne pouvaient plus soutenir aucune narration de héroïsme ou de justice. Ils savaient que la guerre n'était que de la tuerie organisée, que les drapeaux et les dieux n'étaient que de la décoration sur un noyau de violence sans sens. Mais ils ne pouvaient pas non plus l'admettre complètement, car cela invalidait toute leur vie, transformant chaque acte qu'ils avaient accompli en un crime injustifiable. Ils existaient donc dans un état de double conscience, sachant et ne sachant pas en même temps, conscients de la réalité, mais incapables d'agir en se basant sur cette conscience. Leur volonté n'avait pas été brisée par un événement, mais par l'accumulation impossible d'expériences qu'ils ne pouvaient intégrer dans aucune narration cohérente de sens. Ils devenaient des automates fonctionnels, exécutant des ordres, car l'alternative était de confronter le vide total de sens que leur vie représentait. Les institutions psychiatriques des époques passées utilisaient des techniques de contrôle qui reflétaient et amplifiaient ces dynamiques. Un patient interné dans un asile du 19e siècle entrait dans un système conçu supposément pour guérir, mais qui fonctionnait fréquemment comme un laboratoire de destruction de la volonté. On lui enlevait son nom, on lui attribuait un numéro. On lui enlevait ses vêtements, on lui donnait un uniforme institutionnel. On lui enlevait son temps. Chaque moment de la journée était régulé par des cloches et des ordres. On lui enlevait sa vie privée, chaque action était observée et enregistrée. Et puis, lorsque le patient montrait des signes de résistance à ce régime, lorsqu'il se rebellait ou exprimait de l'angoisse, cette même résistance était cataloguée comme un symptôme de sa maladie, comme une preuve qu'il avait besoin de plus de traitement, de plus de contrôle, de plus de destruction de sa volonté récalcitrante. Le système était parfaitement circulaire. La résistance au système prouvait la nécessité du système. Le patient qui acceptait finalement son diagnostic, qui se comportait docilement, qui ne remettait plus en question les décisions des médecins, était déclaré amélioré et éventuellement libéré, non pas parce qu'il était guéri, mais parce que sa volonté avait été suffisamment détruite pour ne plus représenter un problème administratif. Cette logique circulaire infectait pratiquement toutes les institutions de contrôle social. Les criminels dans les systèmes carcéraux apprenaient que montrer un véritable repentir n'était pas suffisant. Ils devaient montrer le bon type de repentir, formulé dans le bon langage, exprimé au bon moment.
La réhabilitation ne signifiait pas une transformation authentique, mais une mise en scène convaincante de cette transformation. Le prisonnier qui maîtrisait cette mise en scène obtenait la liberté conditionnelle. Celui qui insistait sur son innocence ou qui exprimait un repentir de manière jugée inadéquate restait enfermé. Le système ne punissait pas autant le crime que la résistance à la narration officielle du crime et de la réhabilitation. Le prisonnier apprenait que sa volonté, ses perceptions, sa version des événements étaient sans importance. Seule comptait la version institutionnelle et sa survie dépendait de sa capacité à la jouer de manière convaincante, même s'il ne la croyait pas. Avec suffisamment de temps, la distinction entre action et croyance se dissolvait. Le prisonnier oubliait où la masque se terminait et où son vrai visage commençait. Sa volonté n'avait pas été brisée par la torture, mais par la nécessité constante de se falsifier jusqu'à ce que le faux devienne la seule réalité accessible. Cependant, toutes ces techniques, tous ces systèmes, toutes ces institutions de domination ont quelque chose en commun au-delà de leurs méthodes spécifiques. Elles fonctionnent toutes parce qu'elles exploitent des caractéristiques fondamentales de la psyché humaine. Notre besoin de narration cohérente, notre dépendance à la validation sociale, notre vulnérabilité à l'isolement, notre tendance à rationaliser l'irrationnel lorsque l'alternative est un effondrement psychologique total. Les anciennes tactiques de contrôle mental ne sont pas des reliques historiques que nous étudions avec curiosité académique en toute sécurité dans le présent éclairé. Ce sont des modèles qui continuent d'opérer, raffinés et mis à jour dans chaque structure où existent des différences de pouvoir. La question n'est pas de savoir si ces tactiques existaient dans l'Antiquité. La question est, lesquelles de ces tactiques sont en train d'être appliquées sur vous en ce moment même? À quel moment ta volonté a-t-elle été remplacée par une imitation convaincante de volonté qui ne peut fonctionner que dans des paramètres établis par d'autres? Quand as-tu appris à appeler liberté ta cage parce que les barreaux sont invisibles? Quelle version de toi-même as-tu dû falsifier pendant si longtemps que tu ne te souviens plus de ce que tu falsifiais? Et la question la plus troublante, combien de fois as-tu toi-même appliqué ces tactiques, consciemment ou inconsciemment, sur ceux qui ont moins de pouvoir que toi, perpétuant les mêmes mécanismes de contrôle dont tu prétends ne pas être la victime? Parce que la destruction de la volonté n'est pas seulement quelque chose que les autres nous font, c'est quelque chose que nous apprenons à faire, que nous reproduisons, que nous normalisons, que nous défendons, jusqu'à ce que le cycle devienne si naturel que nous oublions qu'il a été un jour de la violence et que nous commençons à l'appeler simplement ainsi, la vie.